Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue au 5e atelier organisé par le collectif de l'Appel pour une région Pays de la Loire écologique, citoyenne et solidaire. Vous pouvez retrouver tous les éléments concernant l'appel sur le site internet de l'Appel et vous pouvez encore le signer, il est encore temps. 5e atelier parce qu'il y a déjà eu 4 ateliers que vous pouvez aussi revisionner sur le site internet de l'Appel. Un premier atelier sur le projet d'implantation d'un grand entrepôt Amazon en Loire-Atlantique, un autre sur les enjeux de démocratie régionale, un autre sur l'égalité femmes-hommes et la semaine dernière s'est tenu un atelier sur les solutions locales pour lutter contre la pauvreté et le chômage. Ce soir, nous allons parler relocalisation, réindustrialisation. Je m'appelle Sophie Bringui, je suis conseillère régionale, membre du groupe écologiste et citoyen et signataire de l'appel. La question de la relocalisation et de la réindustrialisation est portée depuis longtemps par les écologistes pour des questions d'emploi local, pour des enjeux de souveraineté, de liberté dans le pilotage partagé ensemble de notre économie et également pour des questions environnementales, de ressources, de climat. Le Made in France a été remis au cœur des débats avec la crise que nous connaissons liée à la Covid-19. C'est un enjeu de plus en plus partagé. 40% des Françaises et des Français demandent aux entreprises de rapatrier leurs activités en France. 75% d'entre elles et eux seraient prêts à payer davantage pour des produits fabriqués en France. Les objectifs de notre atelier ce soir, c'est de partager nos expériences et points de vue sur les enjeux de la relocalisation, d'identifier les freins et les leviers à la réindustrialisation et de dégager des pistes, des propositions pour soutenir la relocalisation en Pays de la Loire. Notre atelier va se dérouler en 3 temps. Un premier temps consacré à nos témoins qui partageront leurs expériences et leurs points de vue. 30 minutes d'échange environ sur un mode questions-réponses. Et puis un tour de conclusion à nouveau avec nos témoins. Quelques chiffres pour commencer. Donc en Pays de la Loire, nous avons 262 000 personnes qui travaillent dans le secteur industriel. Ça représente 8% des effectifs nationaux dans l'industrie et ça représente 16% des emplois dans la région. Notre industrie est caractérisée par des mastodontes dans les secteurs de l'agroalimentaire, des produits métalliques, des machines et des équipements, et aussi par la diversité d'un tissu économique qui fait la résilience en fait de notre région et qu'elle résiste mieux que d'autres à la crise. Nos invités, alors pour commencer, j'excuse Arnaud Montebourg qui pour des raisons personnelles a annulé sa participation. Cependant, nous avons la chance d'accueillir 3 représentants du secteur industriel en Pays de la Loire ce soir. Je vous présente tout d'abord Jean-Olivier Michaud. Alors Jean-Olivier Michaud, après des études à l'EM Lyon, vous avez rejoint le groupe PSA Peugeot Citroën, puis intégré le cabinet Ernst & Young. Aujourd'hui, vous travaillez depuis 2013 au sein du groupe ERAM. Vous avez intégré la direction industrielle et vous faites partie des chevilles ouvrières du projet de relocalisation de production Made in France dans le groupe ERAM. Je vous présente également Nicolas Landy. Alors Nicolas Landy, vous avez été avocat généraliste, puis souscripteur de risque pendant 8 ans dans le secteur financier. Alors vous avez fait ça dans une vingtaine de pays pour une entreprise américaine cotée en bourse, basée aux Bermudes et jusqu'en 2005. Après, vous avez travaillé en temps partagé pour plusieurs PME et vous êtes aujourd'hui dirigeant d'une entreprise en Mayenne dans le secteur de la métallurgie avec une quinzaine de salariés. Vous avez également expérimenté la vie d'élu. Vous avez été élu au Mans entre 2008 et 2016. Vous avez été vice-président de Le Mans Métropole pour le développement économique. Vous avez présidé Le Mans Développement et vous avez aussi, avec une vingtaine de chefs d'entreprise, conçu et créé Solidea, une organisation coopérative d'entrepreneurs de la région qui ont choisi de garantir le financement solidaire de projets de développement industriel et économique. Et enfin, ce soir, nous accueillons Laurent Trudel. Alors, Laurent Trudel, vous avez été salarié de la papeterie Arjowiggins en Sarthe, à Bessay-sur-Bray, qui est tristement célèbre puisqu'elle a été mise en liquidation judiciaire. Et vous avez, en tant que syndicaliste,
que militant de la CGT, en tout cas été en première ligne de cette triste aventure. Je propose que nous commencions par vous la ronde des témoignages sur ce qui s'est passé et surtout parce que c'est ce que nous ne voulons plus voir dans notre région. Monsieur Trudel, je vous passe la parole. Merci. Bien, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Hein. C'est Monsieur Trudel, hein, Laurent Trudel. J'étais secrétaire du syndicat à Joe Wiggins à Bessay-sur-Bray, délégué syndical central, donc aussi bien au niveau du groupe hein, et puis un petit peu à la Fédé. Donc ça pendant une dizaine d'années. Et j'ai travaillé 30 ans chez Joe Wiggins. Alors j'ai travaillé 30 ans chez Joe Wiggins. Bessay-sur-Bray, ça se trouve... il y a 2000 habitants, c'est un tout petit village, hein, ça se trouve à 60 km de Tours, du Mont et de Blois, en pied de Marmite, là, c'est un petit peu au milieu de nulle part. On existe depuis 1826, hein, c'est intéressant, ça fait 200 ans qu'on fait du papier hein, sur Bessay-sur-Bray. On fabriquait du papier de luxe, de la carte Pokémon, ça parle à tout le monde. Hein, tout le monde sait ce que c'est que les petites cartes de collection. Du papier transfert pour faire les flocages, et puis on faisait du recyclé depuis une dizaine d'années, 80 000 tonnes à peu près de recycler. Hein. Ça, c'est intéressant pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Et puis du papier écriture, hein, 80 000 tonnes encore. Hein, c'est le reste de notre production. Donc, on a tous été licenciés en 2019, hein, 800 salariés avec les intérims. Ça fait 2000 avec les indirects. Hein, et c'est un savoir-faire qui s'en va, quoi, un savoir-faire qui tombe à l'eau. Hein. Alors, c'est pas licencier 800 personnes, en fin de compte, c'est licencier 3 ou 4 générations, parce que c'est tout un village qui a été licencié, c'est un traumatisme collectif qui est énorme. Quoi. Donc, suite à ça, on a tout de suite fait une intersyndicale hein, pour regrouper toutes les forces en présence. Et puis, ben, on a été porter le combat auprès des politiques hein, assez rapidement, nos politiques locaux, hein, donc la mairie, le département et la région. Sur les trois, on a été reçus tout de suite, hein, puisqu'il y avait 800 salariés, donc c'est quelque chose de très conséquent. Donc, pour faire du papier, hein, il nous faut de la pâte. Hein, de la pâte était produite chez Greenfield, hein, en grande partie. Hein, c'est dans le nord de la France. Hein, c'est de la pâte recyclée, hein, 100% recyclée. Il nous faut de l'eau. Hein, donc, on avait la Bray et puis une grosse station d'épuration qui était tout à fait aux normes et qui pouvait accueillir tout projet, quoi. Et puis, ben, il nous manquait l'énergie, quoi. Donc, on a compris le problème là, une dizaine d'années quand la biomasse n'est pas construite à Bessay, quoi. La biomasse est refusée à Bessay et c'est ce qui a certainement déclenché un petit peu tout le processus, quoi. Donc, notre patron, depuis une dizaine d'années, hein, le nouveau chef des actionnaires, quand il est arrivé, il a bien précisé qu'il allait se dégager de la production au détriment de la vente, quoi. Donc, il voulait s'orienter uniquement sur la vente, hein, ce qui lui rapportait, quoi, et puis se dégager de la production, quoi. Donc, c'est une vingtaine d'usines qui ont fermé entre 2010 et 2019 sur toute la France. Hein, elles ont fermé ou elles ont été revendues hein, à France et Europe, quoi. Donc, ben on a essayé de contacter tout de suite hein, nos fédés étaient au courant, évidemment, hein, que ce soit dans tous les syndicats, quoi. On a contacté, alors à l'époque, on avait M. Le Foll, hein, qui était ministre de l'Agriculture. Je l'avais rencontré au vœu de M. Boulard. J'en avais profité pour lui expliquer la situation de Bessay avec la biomasse qui était refusée. On en avait parlé avec la préfète aussi. On était monté jusqu'à la région, voir l'adjoint à Rotaillot, parce que M. Rotaillot ne nous a pas reçus. Et puis, on avait fait toute la communauté de communes, évidemment, pour tirer la sonnette d'alarme, quoi. Donc, on était sous perfusion de l'État depuis quelques années. Hein. On avait, en tout, sur le groupe, on a touché 220 millions, à peu près 220 millions d'euros pour fermer les usines les unes après les autres, quoi. Donc, en fin de compte, dans ce qui se passe, dans beaucoup de productions, hein, là on parle du papier, mais ça peut être tout un tas de productions, l'État est à la botte des groupes, quoi, parce que en fin de compte, c'est tellement facile de faire perdre de l'argent à une usine plus qu'à une autre. Donc, voilà, quoi, on finance des plans sociaux les uns après les autres, alors qu'il y a autre chose à financer, quoi. Il fallait voilà, une quinzaine d'années, 10-15 ans, prendre un autre virage. Hein. Alors, il y a une partie du virage qui a été pris hein, quand on s'est mis à faire du papier recyclé, mais il fallait absolument que l'énergie soit là, quoi. Si on n'a pas d'énergie pour faire du papier, c'est pas possible. Hein.
Donc, le projet de transition écologique en 2010, on a quand même fabriqué du recyclé. Hein. Le recyclé, c'est une bulle en croissance, dans un marché en décroissance. Quoi, hein. Le marché du papier perd, depuis 15 ans, avec la crise du numérique, le marché perd entre 3 et 5% par an. Quoi. Donc, on était voué à une fermeture. Il fallait absolument se tourner vers autre chose. Quoi. Donc, le papier recyclé n'a pas suffi parce que derrière, on n'avait pas l'énergie. Quoi. Donc, mais ça, ce qui est désolant pour nous, c'est que on a essayé de faire notre métier syndicaliste, qu'on soit à la CGT ou à la CGC, partout. On a essayé de faire le travail avec les politiques, on a essayé de faire le travail partout. Et à chaque fois, on nous disait oui, oui, mais vous savez, nous, c'est le privé, c'est compliqué. Et pourtant, ce n'était pas le privé, hein, parce que dans ce truc-là, chaque Français a versé 6 euros, quoi, en fin de compte. Hein. Les 220 millions, ça représente 6 euros par Français. Quoi. Donc, on est tous concernés par ce qui se passe. Quoi. Donc, voilà. Quoi. Merci. C'est un peu ce qui nous est arrivé. Hein, c'est un peu brut. Hein, j'espère que tout le monde a compris un peu la. Merci, Monsieur Trudel, et on pourra y revenir avec les questions-réponses. En tout cas, on voit bien qu'il y a eu un enjeu de comment le financement public est utilisé, et c'est vraiment un exemple très négatif, en tout cas, d'une gestion avec une approche très financière d'un groupe et où la question de la production a été laissée de côté volontairement. Monsieur Michaud, donc Jean-Olivier Michaud, vous faites partie d'un groupe qui a une stratégie différente, puisque c'est une stratégie qui, de ce que j'ai compris, équilibre production et distribution, et aussi avec une trajectoire de relocalisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et aussi nous donner les leviers et les freins que vous rencontrez dans cette stratégie-là. Très bien. Bonsoir. Alors, peut-être déjà pour commencer, situer le groupe ERAM. Le groupe ERAM, c'est 11 marques de mode en textile et en chaussures qui vont de l'entrée de gamme au marché plus premium. Donc, il y a Gémeaux, Texto, ERAM, Bocage, Les Tropéziennes, Melo Yellow, TBS, Parade, Fago, Montlimar et Cécile. C'est un groupe qui, en 2019, a fait 900 millions de chiffre d'affaires. Cette année, on va faire beaucoup moins parce qu'on a été très, très durement frappé par la crise du Covid. Le groupe reste aujourd'hui l'un des premiers employeurs du Maine-et-Loire et au total, nous avons 5000 employés en France. On a encore 2 ateliers de fabrication de chaussures dans le Maine-et-Loire. On a une usine qui fabrique en soudé, c'est-à-dire qu'on colle la semelle sur le dessus de la chaussure, qui emploie 150 personnes à Montjean-sur-Loire, et une autre usine robotisée qui fabrique en injection, donc on injecte directement du polyuréthane sur les tiges dans des moules, qui emploie une 50aine de personnes à côté d'Angers, à Jarzé. Le groupe est engagé dans un projet d'entreprise qui est assez ambitieux et qui place la responsabilité sociale et environnementale au cœur du jeu. Par exemple, on a pris l'engagement de réduire nos émissions de carbone de 30% à l'horizon 2030. Après, derrière ces mots, on a des vraies stratégies qui se déclinent dans chaque filiale, dans chaque marque. Et c'est ainsi, par exemple, que vous avez peut-être pu voir émerger certaines solutions comme la location de chaussures chez Bocage, l'intérêt étant de prolonger la durée de vie des chaussures, de les rénover et ensuite de les vendre en seconde main. Vous avez aussi la chaussure recyclable chez TBS avec sa chaussure ressource. Vous avez aussi tout le projet de seconde main qui est actuellement en test dans des magasins ERAM où n'importe quel client peut ramener des chaussures. Et si elles sont dans un état qui est assez correct, elles peuvent être mises en vente dans le magasin. Donc, on a notamment un essai à Angers et à Nantes en cours et bientôt d'autres actions. Alors maintenant, si je fais un focus plus sur la partie industrielle et notamment sur l'usine de Montjean-sur-Loire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en chaussures, le critère d'achat numéro 1 pour une marque, c'est le prix. Le prix. Donc aujourd'hui, sur le marché, vous voyez beaucoup de marques qui font beaucoup de marketing, qui vous racontent des histoires autour du savoir-faire portugais, italien, espagnol ou que sais-je. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, en fait, ces belles histoires, il n'y a qu'une seule réalité, c'est que le coût de la main-d'œuvre est plus faible dans ces pays et que c'est la seule raison pour laquelle, en fait, on va acheter des chaussures là-bas. Alors, nous sommes en France.
On a un coût de main-d'œuvre qui est bien plus élevé qu'ailleurs. Si je peux juste vous donner un prix, moi, quand une paire de baskets sort de mon usine, on va la vendre à peu près 40-45 € hors taxe. La même paire de baskets, elle va être vendue, elle va être achetée au Portugal 30 à 32 €. C'est pour vous donner le différentiel. Donc, on est sur des chiffres qui sont assez importants. Donc, la production de chaussures a décliné partout en France, y compris dans le groupe Eram. Et aujourd'hui, on arrive un peu au bout d'une histoire. Il nous reste 2 ateliers et on s'est demandé un peu ce qu'on allait pouvoir en faire quelque part. On a des actionnaires qui sont très attachés à leur territoire, très attachés au savoir-faire et qui nous ont demandé de les perpétuer. Donc, il y a 2 ans, on s'est interrogé sur la manière de laquelle nous pourrions faire un pas de côté pour ne plus être seulement une usine captive des commandes du groupe Eram. Et c'est ainsi qu'on a décidé de développer 3 nouveaux axes stratégiques, alors qui aujourd'hui sont encore petits, mais qui en tout cas grandissent lentement mais sûrement. Le premier d'entre eux, c'est de nous ouvrir à des marques externes. Donc aujourd'hui, on accueille des productions du coq sportif, par exemple, mais aussi des acteurs de la slow fashion, comme si vous les connaissez, 1083, Juliette Jane, ou même une marque locale qui est Berthaud Grandpied. Et ces acteurs-là, en particulier, sont très exigeants. Ils sont prêts à payer leurs chaussures beaucoup plus cher, mais ce qu'ils veulent, c'est que tout soit fait en France. Donc, on a remonté un atelier de coupe-piqûre, alors que c'est une activité historiquement qu'on avait délocalisée. Et je ne pense pas trop me tromper quand je dis qu'en France, avec 25 piqueuses, on a le plus gros banc de piqûres dans une usine de chaussures. En tout cas, on ne doit pas en être très, très loin. Le deuxième axe de redéveloppement, il tourne autour de l'innovation. On a fait breveter un dispositif de reconditionnement de chaussures. L'idée, c'est de se positionner sur le marché de la seconde main. En étant un atelier de fabrication de chaussures, on apporte un véritable gage de qualité. Et aujourd'hui, notre client principal, c'est la marque Bocage, qui vend des chaussures d'occasion dans des points de vente à Nantes, à Angers, à Paris. Et l'idée, c'est d'ouvrir le terrain de jeu à d'autres marques pour développer ce nouveau savoir-faire. Et enfin, le dernier axe de redéveloppement, de rebond, on s'est dit qu'on allait lancer une marque en propre, mais pas une énième marque comme il y en a plein sur le marché. On voulait vraiment faire quelque chose de différenciant. Et on a lancé des chaussures qui sont réparables, en grande partie recyclables, et bien sûr fabriquées en France. C'est la marque Cécile, SE2SILE. Alors Cécile, en fait, c'est un nom qui veut dire que sur une feuille d'arbre, par exemple, il n'y a pas de tige. C'est-à-dire que la feuille, elle est directement connectée à la branche d'arbre. Ce qu'on voulait dire par le choix de ce nom, c'est qu'on voulait lancer une marque qui aille directement du fabricant au consommateur. Ce n'est pas un produit marketing, c'est vraiment une marque, on va dire, authentique. Aujourd'hui, on vend nos produits en ligne et dans quelques boutiques qui acceptent de vendre avec beaucoup moins de marge, on va dire, que les standards. Et donc, c'est une marque qui est lentement, mais sûrement, en tout cas, en train de se faire connaître et de se développer. Donc, voilà ce que je pouvais partager avec vous autour de ces rebonds dans un univers industriel. Merci, Monsieur Michaud, pour ce partage. Les naturalistes parmi nous sauront ce que c'est que le chêne Cécile, par exemple, qui est un chêne qui porte le nom de vos chaussures, ou vos chaussures portent le nom du chêne. Nicolas Landi, quant à vous, vous êtes alors dans l'écosystème des mastodontes régionaux autour de la métallurgie. Je vous invite en tout cas à témoigner de cet écosystème-là, qui est encore différent de celui que nous venons de visiter, des deux, avec l'imprimerie et puis la question du textile et des chaussures. Donc, comment vous percevez en tout cas la question de l'industrie en Pays de la Loire et comment vous la vivez? Bonsoir à tous. Oui, alors moi je dirige aujourd'hui une des 5 petites entreprises du groupe SEMA Technologies. Nous, on fait des moules d'injection plastique, c'est-à-dire qu'on travaille à façon des pièces d'acier qui, une fois assemblées les unes avec les autres, vont permettre d'injecter du plastique dedans et de produire des petites pièces plastiques techniques, notamment pour le secteur de la pharmacie, du médical, mais aussi de l'aéronautique et de l'automobile. Donc, on est 5 petites PME sur la France. La plus grosse fait 50 salariés, la plus petite en fait 3. Et en fait, par nos entreprises, on essaie d'apporter une offre globale
d'industrialisation de pièces plastiques techniques à nos clients. On est, oui, dans le marché des moulistes qui comptait il y a 20-25 ans environ 2000 acteurs, et on est plus que divisé par 10 en 20 ans. Je n'ai pas le chiffre exact aujourd'hui, mais je pense qu'on doit être moins de 200 moulistes sur la France. Et la plupart des moulistes ont des tailles comme celle de SMTO, l'entreprise d'où je vous parle ce soir, qui est 15 à 20 personnes. Donc, nous, on est directement en concurrence avec la Chine, un petit peu avec le Portugal, avec des pays qui reçoivent encore des subsides européennes pour leur développement. Le Portugal en fait partie. Et donc, ces pays-là, évidemment notamment la Chine, arrivent à produire à peu près à 50% de nos prix. Nous, on s'en tire parce que on est proche de nos clients. Donc, quand les moules qu'on a vendus à nos clients, qu'ils ont installés sur des presses et dans lesquelles donc, ils injectent ce plastique pour faire leurs pièces plastiques, ce sont eux qui vendent des pièces plastiques, eh bien, si leur moule vient à casser ou il y a un problème, on peut intervenir très vite. Donc, à ce titre-là, on a un avantage compétitif sur les Chinois, c'est-à-dire qu'on peut intervenir dans la journée pour essayer de dépanner leur moule. Et pareil pour l'entretien de ces machines, en fait, qui vont dans la journée fonctionner des centaines, voire des milliers de fois, puisqu'un moule, ça se ferme, on injecte le plastique et ça s'ouvre, les pièces plastiques moulées sont libérées, et puis ça recommence comme ça pendant des millions de fois en une année ou en 2 ou 3 ans. Donc, on est sur des marchés effectivement de proximité et des marchés très techniques. Donc, nous, on a la chance d'avoir 70% de notre chiffre d'affaires en pharmacie, où il y a un petit peu plus d'argent. Vous savez que c'est un secteur où il y a beaucoup d'argent, pas pour les sous-traitants de rang 2, 3, nous, on est rang 3, mais au-dessus, il y a encore beaucoup de sous. Donc, on s'en tire comme ça. Pour combien de temps, je ne sais pas. On est donc, oui, condamné, mais c'est une condamnation très, très positive, à faire de la R&D, à essayer d'innover, trouver des nouvelles solutions. Mais on est aussi condamné à investir en permanence dans des nouvelles machines qui nous permettent de gagner du temps et de la précision pour que nos clients puissent mettre sur le marché des pièces avec des qualités de plus en plus grandes et à des prix de plus en plus faibles. Quand je vous parlais, je vais vous donner un exemple très concret qui m'est arrivé aujourd'hui, puisque j'avais une intention assez forte de commande d'un de mes clients, lui-même sous-traitant dans l'automobile, sous-traitant d'un grand client français. Et donc, il y a 2 mois, on leur avait fait un devis pour des parties de moules à 70 000 €. Et là, on vient de nous dire, et donc le client nous avait dit oui, c'est bon, on vous passe la commande dans quelques semaines. Bon, je savais que c'était très aléatoire encore parce qu'on a encore cette concurrence asiatique. Et là, c'est tombé. Bon, ils peuvent avoir les mêmes choses pour la moitié du prix. Donc, on voit bien là que, au moins dans ce secteur, il y a très peu de solidarité économique de la part des grands acteurs ou de champions nationaux. Je ne les critique pas parce qu'une entreprise, ce n'est pas forcément fait pour faire du social, comme on dit, même si je n'aime pas cette expression-là. C'est fait pour gagner de l'argent, mais on voit bien que cette logique financière, elle est appliquée, Covid ou pas Covid, puisque ça m'est arrivé aujourd'hui. J'ai très peu de clients qui m'ont dit qu'ils relocalisaient. J'ai un client qui a environ 95% de ses moules viennent de Chine et qui est venu me voir. Il m'a commandé un moule en me disant, voilà, là, notre client voulait qu'on relocalise la fabrication du moule. Donc, j'ai un moule avec eux. Je ne suis pas sûr que j'en aurai un deuxième dans le futur, même si je fais un bon produit, je n'en sais rien. Donc, là, on a, toute la fragilité du tissu industriel de la métallurgie, en fait, je pense, où c'est très, très difficile d'avoir suffisamment de marge pour réinvestir, pour tenir. On a la chance d'être un groupe avec actionnariat familial. Donc, tout ce qu'a subi Arjowiggins, qu'on a entendu tout à l'heure, on ne l'a pas. Les actionnaires ne se distribuent aucun dividende. Moi, ça fait 3 ans ou 3 ans et demi que je suis dans le groupe. Non, l'argent, il est mis pour réinvestir, pour se donner, pour faire de la R&D. Et puis voilà.
Donc, voilà un petit peu le tableau de notre groupe, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est plutôt favorisé et que d'autres collègues dans le moulage souffrent énormément avec le Covid et encore plus que nous. Merci, merci Nicolas Landi pour ce premier témoignage. Merci à vous trois pour ce premier cercle. Là, on va se donner 20 minutes. On a pris un peu de retard d'échange avec les personnes donc, qui nous regardent via Facebook ou qui participent au Zoom ce soir. Alors, du coup, l'idée, c'est que vous pouvez poser vos questions dans les endroits de conversation. Vous pouvez aussi demander la parole pour poser votre question directement. Si il y a un foison de questions, nous ferons en sorte qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui puissent participer. C'est des manières de faire qu'on pratique chez les écologistes. Et j'ouvre en tout cas la ronde aux questions. Et on m'a déjà soufflé une question. Alors, je vais vous la lire. La crise de la Covid a sérieusement impacté votre activité. Donc, je pense que c'est aussi une question, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tous dans la même situation et puis M. Trudel n'est pas du tout dans la même situation. Ce n'est pas la première crise qui frappe vos secteurs respectifs, mais saurions-nous apprendre des erreurs du passé et trouver les bons dispositifs d'aide publique pour garantir la préservation des savoir-faire et des emplois afin de sortir de cette crise par le haut. Donc, pas simplement des aides financières, mais aussi des sécurisations des carnets de commandes. Donc, moi, si je comprends bien la question, mais je ne veux pas la trahir, elle se dit, voilà, pour vous, quels seraient les enseignements, en tout cas, qu'est-ce qui devrait changer après la crise du Covid? Comment est-ce qu'on devrait aborder les choses différemment? Je pense que c'est une question qui peut s'adresser à tous les trois. Donc, je ne sais pas lequel de vous veut ouvrir la ronde de la réponse à cette question. Pour vous, est-ce que la Covid change la donne? Nicolas Landi, vous avez le micro ouvert. Et puis après, je propose Laurent Trudel et puis après Jean-Michel Michaud. Alors, je vais parler juste pour mon secteur. Je n'ai pas l'impression que la crise du Covid change beaucoup la donne. Je pense qu'on s'est rendu compte qu'on avait une énorme, on le savait déjà, hein, j'ai semblant de l'ignorer, mais on le savait parfaitement, qu'on avait une énorme dépendance économique à plein de pays qui nous approvisionnent en biens matériels. Donc ça, c'est maintenu. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je ne vois pas énormément de changements. Donc, ce que je crois, c'est que peut-être que certains se sont rendus compte des limites du système quand même, et qu'on va se dire, il faut qu'on ait une industrie qui se redéveloppe, parce que, en fait, le risque, c'est que plus le marché français apparaît aux étrangers comme petit, eh ben, moins ils le traitent bien. Et donc, du coup, nous, on a des fournisseurs en machine-outil. Une machine-outil, pour nous, c'est un investissement entre 300 et 500 000 euros. Hein. Ce sont des machines japonaises, allemandes. On pourrait aussi avoir des machines chinoises. Et le problème, c'est que y a tellement peu de clients aujourd'hui que les fabricants ne privilégient pas le marché français. Donc, s'ils peuvent avoir des clients qui leur payent très cher leurs machines, ils leur vendent. Mais s'ils n'ont pas de clients, c'est pas grave. Et après, pour le service après-vente de ces machines, il n'y a pratiquement plus personne sur le marché français parce que le marché français est trop petit. Et donc, petit à petit, il y a un cercle vicieux qui s'est installé qui fait que moins il y a d'industrie, moins il y a de prestataires étrangers pour servir cette industrie. Et comme nous, on n'a plus de l'industrie de la machine-outil, petit à petit, on risque de disparaître tout simplement parce qu'on n'aura plus de fournisseurs. Ça fait partie des choses que je ne sais pas si le Covid peut changer ça, sauf à avoir effectivement, et c'est l'objet de la discussion de ce soir, des réactions fortes au niveau politique industriel. Merci, merci de ce premier témoignage. Il y a d'autres questions qui arrivent, mais on va finir déjà sur ce tour-là du diagnostic. Est-ce que le Covid a changé quelque chose? Et si oui, quoi? Donc, Monsieur Trudel, vous voyez comment les choses en tant que militant syndical et de là d'où vous venez, quoi? Est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui a changé depuis le mois de mars? Dans l'entreprise, moi je ne fais plus partie de l'entreprise, donc c'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette question-là. Hein. Voilà, quoi, après, pour garantir les productions locales, nous on a toujours
essayer de faire comprendre qu'il fallait mettre un espèce de talon, quoi, de se dire qu'une petite partie de la production devait, nous, dans le papier, hein, je parle pour nous, mais dans le papier, l'État doit obligatoirement avoir un certain pourcentage de ses achats en recyclé, quoi. Donc on savait qu'ils n'étaient pas encore tout à fait aux normes, quoi, et donc on se proposait évidemment, quoi. Donc il faudrait un talon dans ces entreprises, justement, sans parler du prix, quoi. Je veux dire, c'est compliqué, hein, parce que effectivement, le maître mot, c'est l'argent de l'entreprise, quoi, mais voilà, quoi. Merci, Monsieur Trudel. Du coup, en filigrane, vous évoquez aussi la question en fait de la commande publique, de comment l'argent public Voilà, c'est il ça, est hein. utilisé. Ouais, c'est ça. Et qui est aussi un levier qui est souvent mis en avant. Et je vous remercie du coup de l'avoir partagé ce soir. Monsieur Michaud, vous, comment vous voyez les choses? Vous l'avez un petit peu évoqué, mais peut-être plus loin, quoi, sur voilà. Est-ce que pour vous les choses ont changé? Est-ce que ça se dirige dans le bon sens? Alors, sur notre secteur, il y a des choses qui ont changé, c'est que la fermeture des magasins a fait très très mal, puisqu'elle a mis en lumière la fragilité du commerce, la force des bailleurs, et d'ailleurs on n'a qu'à voir l'impossible négociation qu'il y a eu sur ce sujet-là, où au final on nous laisse en face de bailleurs qui font bien ce qu'ils veulent, et là-dessus, je pense que la sphère publique, mais là c'est pas lié à la région, c'est plus lié à l'État, n'a pas du tout été au rendez-vous et a complètement sous-estimé en fait l'impact du commerce. Le commerce, c'est pas noble. Le commerce, c'est pas de l'industrie automobile, c'est pas de l'industrie aéronautique, et on nous a pas considérés. Et aujourd'hui, charge aux entreprises de se débrouiller. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même un paquet d'entreprises qui sont parties au tapis là entre le premier et le deuxième confinement. Et je veux surtout pas être un oiseau de mauvais augure, mais je serais pas surpris que ça continue au mois de janvier. Bata, des belles entreprises ont disparu. Bata a disparu il y a 3 ans. André a quasiment disparu au deuxième confinement. Là, s'est retrouvé par terre. Enfin, et ainsi de suite, hein. Il y en a toute une palanquée. Donc, à ce niveau-là, je pense que non, en fait, le sujet a pas été très bien traité. Maintenant, sur les changements qui vont nous impacter, c'est clairement la digitalisation. Donc, il va falloir, par la porte ou par la fenêtre, beaucoup mieux associer les activités digitales et les magasins en dur. Donc, ça se fait aujourd'hui à marche forcée. Alors, nous, fort heureusement, on était déjà très engagés dans cette voie-là. Donc, on a réussi, en tout cas sur la partie digitale, à s'en tirer plutôt bien. Maintenant, ça ne compense pas, bien entendu, les mois de fermeture, les jauges, etc., qui nous coûtent très cher. Par contre, sur la partie fabrication et approvisionnement des produits, pour être honnête, je ne pense pas qu'il y aura de changement. C'est-à-dire que pendant des années, on a habitué les consommateurs à la mode, à consommer beaucoup et pas cher. Et si on veut se réimplanter en France, il faut accepter de changer de logiciel. Si vous regardez les petites marques dont j'ai parlé tout à l'heure, comme Jules Gen ou 1083, pour ne citer qu'elles, elles ont des taux de croissance qui sont vraiment énormes. Elles partent de bas, mais elles ont des taux de croissance qui sont vraiment énormes. Et ça, c'est intéressant. Mais les consommateurs qui vont acheter ces produits-là, ils acceptent clairement de payer plus cher que ce qu'ils pourraient payer dans des boutiques de mass market. Et à un moment donné, moi, je ne sais pas si ça doit passer par la commande publique, etc. Je ne suis pas très convaincu de cette méthode, en tout cas sur notre secteur à nous. En revanche, là où je pense que la sphère publique a un rôle à jouer, c'est dans l'éducation. À un moment donné, c'est apprendre aux consommateurs, apprendre qu'une paire de chaussures qui coûte 50 euros, ok, c'est très bien, mais si au bout de 3 mois, elle est à la poubelle, en fait, on a tous perdu. Et qu'il faut peut-être accepter de payer 3 fois plus cher, ce qui peut paraître énorme, mais en même temps, si ça dure plus longtemps et qu'il y a eu des retombées positives dans la production en France, ça a un intérêt. Donc c'est plus à ça que je crois, et à mettre en valeur justement l'intérêt de consommer mieux. Voilà. Merci. Puis en même temps, vous avez répondu par anticipation à la question d'Ibrahim Chonouf qui demandait justement quelle était votre stratégie pour étendre cette question de relocalisation au-delà des marques niches que vous commencez à cibler. Et moi, de ce que j'entends, en fait, vous nous dites que il y a une articulation à trouver, en tout cas, entre le développement et aussi le marché qui doit se développer en même temps, quoi. Oui, après,
il y a quelque chose qui est évident, parce que je suis en train de voir la question en même temps. Malheureusement, de la chaussure made in France vraiment pas chère, ça n'existera jamais. Je pourrais vous montrer le détail d'un prix de revient pour vous donner que vous voyez combien coûte le cuir, combien coûte une semelle, combien coûte la main-d'œuvre. Mais sur une chaussure qui sort de notre atelier, la main-d'œuvre, c'est 30 à 40% du prix de revient. 30 à 40%. Et notre main-d'œuvre est 30% plus chère qu'au Portugal et 10 à 12 fois plus chère qu'en Inde, par exemple. Voilà. Bon, bah, une fois que je vous ai dit ça, vous savez pourquoi il va falloir des années pour arriver en fait à combler ce gap. C'est pour ça que évidemment, ça ne veut pas dire qu'on fait rien, ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas de la productivité, qu'on ne cherche pas à robotiser ce qu'on peut robotiser, etc. Bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment jouer sur les deux aspects. L'industriel doit faire mieux, mais voilà, il faut aussi que le consommateur accepte à un moment donné de consommer différemment. Merci pour ces éléments de précision. Et ça nous ramène à une autre question qui a été posée dans le chat et qui concerne la question de l'économie circulaire et de l'éco-conception. C'est-à-dire qu'acheter une chaussure plus chère mais qui dure plus longtemps, au final, quand on fait le bilan, en tant que consommateur, on peut être gagnant. Et du coup, en tout cas, voilà, c'est comment on change la manière, en tout cas, d'aborder la production industrielle aussi par des modes de consommation qui sont plus qualitatifs et moins quantitatifs. Je ne sais pas si vous voulez encore intervenir là-dessus, mais du coup, il y a aussi M. Trudel qui a, sur son expérience, des éléments à dire, mais peut-être que vous pouvez nous dire aussi, vous, comment vous intégrez l'économie circulaire, en tout cas aujourd'hui, au sein du groupe ERAM, avant que je transmette à M. Trudel la parole pour qu'il puisse répondre aussi là-dessus. Alors, je peux vous donner deux exemples. Le premier, c'est un exemple d'engagement groupe où effectivement on s'engage dans l'éco-conception. Donc, analyser en fait tous les composants d'une chaussure, comment est-ce qu'on peut réduire le bilan carbone. Un exemple beaucoup plus concret, je reviens sur notre marque en propre Cécile, puisque pour moi, on est au cœur de l'éco-conception, c'est-à-dire qu'on a pensé nos baskets pour être réparables. C'est-à-dire qu'on a déposé un brevet qui nous permet en fait de changer la semelle de la chaussure. L'idée, c'est que notre client achète une paire de chaussures. Quand elle commence à être usée, il peut nous la renvoyer. Nous, on va changer la semelle, on va la réenformer, on va réparer tout ce qu'on peut réparer et on va lui renvoyer sa chaussure pour lui donner une seconde vie. Et ça, typiquement, c'est pour moi, c'est l'éco-conception. Et en termes de bilan carbone, si vous regardez une chaussure de grande marque de sport internationale que beaucoup de monde a au pied, elles sont fabriquées en Indonésie, en Inde, dans des économies carbonées. Il faut compter 12 à 14 kg de CO2 pour produire une paire de chaussures. Quand vous avez une paire de Cécile au pied et que vous l'avez ressemelée une fois, votre bilan carbone, il est tombé à 3,8 kg. Donc nous, c'est ça qu'on cherche à pousser, c'est là-dessus qu'on cherche à avancer, parce que, autre point, on n'a pas forcément envie d'être dans l'esprit de la compensation carbone. C'est-à-dire que notre principe, c'est de se dire, moins on en produit, mieux c'est. Donc commençons par travailler ça plutôt que d'essayer de compenser ce qu'on a peut-être pas très bien fait au début. Merci, Monsieur Michaud pour ces éléments. Monsieur Trudel, peut-être que vous voudrez intervenir sur la question de l'économie circulaire qui, en tout cas, si j'ai bien compris, aurait pu être un levier pour Arjowiggins. Et je rajoute pour vous une question dans le panier qui a été posée sur le Zoom qui concerne la question de la taxe aux frontières, en fait, pour faire en sorte de rééquilibrer le différentiel social et environnemental. Et donc, voilà, je sais que vous avez aussi un avis sur le sujet, Monsieur Trudel, donc je vous laisse le partager. Oui, alors là, bien évidemment que j'ai un avis, parce que la taxe, on la paye dès que les produits arrivent en Europe. C'est-à-dire que nous, pour faire du papier, il nous faut de la fibre de bois. Donc, la fibre de bois, soit on recycle dans le secteur, chacun met le petit papier dans la bannette, ou alors on en fait venir une grande partie d'Amazonie, d'Indonésie ou du Canada, et puis des forêts françaises, des Pyrénées ou des Landes. Donc, à chaque fois qu'une fibre vient ici, si on peut l'acheter en passant par l'Angleterre pour payer moins de taxes, mais ça, c'est fini à partir du 1er janvier. Donc, on va payer des taxes pour la faire venir, cette fibre. Et puis, ce qui est vraiment dommage, c'est une fibre, ça peut se réinventer 7 fois. C'est-à-dire qu'on peut la nettoyer et la reproduire 7 fois. D'accord ? Donc, l'utiliser 7 fois. Donc, on l'utilise en général 1,5 fois, et tout le reste est soit incinéré,
broyés, quoi, tout simplement, quoi. Donc, c'est dommage parce qu'il y a un gaspillage énorme, quoi, là-dessus, quoi. Donc, il y a un certain moment, on en envoyait beaucoup à l'étranger, hein, beaucoup de fibres, hein, et c'est dommage parce que c'est de la matière première qui rentre en Europe, qui rentre sur notre territoire, en France, hein, et puis on l'utilise tous autour de nous et elle n'est pas réutilisée, quoi. Donc, sur la papeterie du Bourret, une papeterie qui est dans la Sarthe, hein, là, il y a des choses qui ont été faites et qui vont continuer à être faites. Et heureusement, parce que c'est justement l'économie circulaire, quoi, parce qu'il y a un gaspillage à l'entrée et surtout à la recirculation, quoi. Il faut, je pense que géographiquement, la France doit être divisée en quelques zones de récupération pour évidemment récupérer cette fibre. Ça, il y a un gaspillage monstre là-dedans. Ça c'est sûr. Et dans d'autres secteurs de la papeterie, ils ne gaspillent pas autant que ça, hein. Il y a des secteurs dans la papeterie qui vont très bien. Vous renseignez sur tout ce qui est ouate, tout ce qui est culotte, tout ce qui est hygiène, marche très bien, quoi. Donc on utilise à peu près la même fibre et puis voilà, quoi, c'est dommage, quoi. Donc pour faire du papier, il nous faut de la fibre blanche quand même, hein. Il ne nous faut pas de la couleur, quoi. Hein, donc c'est beaucoup de chutes d'imprimerie, beaucoup de balais de papier blanc et voilà, quoi. Donc je trouve ça un peu scandaleux ce gaspillage, quoi, parce que voilà, c'est dommage. Merci, Monsieur Trudel. C'est un enjeu qu'on partage en tout cas avec vous. Sur la question, Monsieur Landy, de la taxe aux frontières, est-ce que pour vous, c'est une solution en fait? Est-ce que c'est souhaitable et est-ce que vous pensez que c'est faisable, que c'est jouable en fait, d'instaurer une taxe européenne aux frontières? Est-ce que ce serait une solution en tout cas de là où vous êtes? C'est clair, ça fait des années et des années et des années que voilà, qu'on en parle. Le problème un petit peu, c'est que quand on a créé ou développé l'Europe économique, vous savez, on a donné aux instances européennes la compétence pour tout ce qui était des questions de concurrence à l'intérieur de l'Europe. Donc, on a créé des règles pour protéger la concurrence et tout. Mais à l'extérieur de l'Europe, on a créé une gigantesque situation de concurrence déloyale entre les entreprises qui étaient dans l'Union européenne et les entreprises qui étaient en dehors de l'Union européenne, pour les raisons qu'on connaît, dont on vient de parler. Et ça, on a fait comme si ça n'avait aucun impact, si c'était juste, etc., etc. Donc aujourd'hui, on en revient, enfin, j'espère qu'il n'est pas trop tard, mais oui, effectivement, c'est une urgence indispensable qu'il y ait des opérations de rééquilibrage à l'entrée, parce que voilà, nous on ne veut pas payer nos salariés les prix chinois, et ça ne peut pas être un nivellement par le bas. Et comme on ne veut pas un nivellement par le bas, il faut forcément protéger un territoire économique qui a des niveaux de revenus supérieurs. Pourquoi il y a eu ça? Alors, moi, j'étais un des premiers à me faire avoir, hein, parce que j'ai aussi voté pour l'élargissement de l'Europe, pour une certaine libéralisation, et puis on a peut-être été naïf, et puis on s'est rendu compte que ça servait effectivement les intérêts de grosses entreprises qui pouvaient tout à fait transposer leur force de fabrication à l'extérieur de l'Union européenne et vendre au prix européen, aux clients européens et aux consommateurs européens. Donc voilà, donc ça a enrichi ces grandes entreprises. En plus, en France, il y a une espèce de dogme sur une espèce de théorie de ruissellement où plus vous aidez les gros, plus ça va faciliter la situation des petits. Je vous ai montré que c'était complètement illusoire avec mon exemple de tout à l'heure où effectivement, un gros Français finalement va aller chercher, qui a peut-être bénéficié du plan de relance automobile, va aller chercher des prix en Chine. Donc, évidemment qu'il faut corriger cette situation de concurrence déloyale qui existe depuis maintenant, pas la nuit des temps, mais qui existe depuis 50 ans. Donc voilà, ça c'est une priorité. Est-ce que c'est faisable? Je le pense parce qu'aujourd'hui, tout le monde souffre, même l'Allemagne souffre. La grosse difficulté pour tout ça, c'est les différences de situation économique, notamment entre l'Allemagne et la France, puisque l'Allemagne est encore très forte dans le secteur des machines-outils, ils ont une relative indépendance, autonomie, et surtout, eux, ils travaillent en meute. Donc, ils achètent allemand, ils protègent leurs fournisseurs. Ils ont compris que leur intérêt à moyen terme, c'était pas d'aller acheter à des coûts opportunistes à l'étranger. Ils le font, mais ils le font beaucoup moins que nous. Donc, en espérant qu'on ait
des intérêts qui continuent à converger entre la France et l'Allemagne, on doit pouvoir y arriver. Il semble que ce soit quand même à l'agenda de nos gouvernants et au niveau de l'Europe. Juste une dernière chose pour vous donner un exemple. Moi, sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, où c'est un concurrent chinois qui va avoir le petit marché que je convoitais, eh bien, la différence pour le consommateur français, ce sera peut-être pour son prix à lui une différence de 1 centime d'euro. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est 1 centime d'euro. Donc, voilà, et je rejoins complètement Jean-Olivier quand il disait tout à l'heure, il faut sensibiliser et informer le consommateur. Et lui dire, voilà, si tu payes, alors je ne parle pas des chaussures, on a vu que c'était différent, mais sur plein d'objets, le consommateur acceptera de payer quelques centimes. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'emplois que ça préservera en France. Donc ça, je pense que des actions comme le label du Made in France, s'ils sont accompagnés, d'abord si ça correspond vraiment à du fabriqué en France, avec toute la chaîne de valeur française, et si effectivement on explique aux uns et aux autres pour qu'ils achètent plutôt ces produits-là, ou Made in européen, hein, eh bien je pense que c'est des choses qui peuvent être utiles. Ça paraît un peu désuet le Made in France, mais je pense que c'est des choses qui doivent être mises au goût du jour. Merci pour ce partage. On va arriver à la ronde de conclusion. Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions qui restent en suspens. Vous pouvez les envoyer à l'équipe de campagne, qui d'ailleurs les a notées, donc à mon avis, et comme ça, vous aurez des réponses. En tout cas, je pense qu'il y a un mail qui va être partagé à un moment donné dans les différents fils de discussion pour que vous puissiez envoyer vos questions. Il y a, avant le tour de conclusion, je vous dis simplement pour nos témoins quelles étaient les questions. Il y avait une mère qui demande MAIRE en Loire-Atlantique ce qu'elle peut faire, elle, en tant qu'élue locale, pour faciliter la relocalisation des entreprises et des activités économiques. Et puis, une autre personne qui demandait si la RSE, être dans une démarche de RSE dans une entreprise, ça faciliter la résilience en temps de crise. Donc, peut-être que vous y répondrez dans vos conclusions respectives. Pour ce tour final, moi, j'ai une question à vous poser à chacun d'entre vous. C'est demain, au mois de juin, vous avez une capacité d'agir. Vous êtes soit vice-président de la région en charge du développement économique et de la relocalisation, de la réindustrialisation. Vous êtes conseiller spécial de la future présidente de région ou du futur président de région. Sur ces questions de relocalisation, c'est quoi la première mesure? C'est quoi la première action? C'est quoi l'action phare que vous mettrez en place, que vous souhaiteriez mettre en place? Je vais commencer par Monsieur Michaud, après on va circuler via Monsieur Trudel et on finira par Monsieur Landy, si vous voulez bien. Si j'avais une telle mission, je pense que je créerais un fonds d'investissement régional qui soit ambitieux avec pour mission d'investir de façon responsable et positive. Pour moi, l'idée, ce serait de se dire, on pourrait imaginer 3 compartiments, une partie qui fasse incubateur pour accompagner des startups locales. Aujourd'hui, à Nantes, on a Imagination Machine, mais demain, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas en fait un incubateur public? Un deuxième compartiment avec des investissements pour les PME qui ont besoin d'accélérer, qui ont besoin de cash pour accélérer. Et un troisième compartiment qui serait plus peut-être pour des ETI établis, mais qui permettrait, dans une logique un peu de sécurisation du capital aussi, d'intervenir. En gros, un petit BPI, mais territorial. Et si on pousse la logique, on pourrait même imaginer faire participer le particulier, soit sous forme de souscription, soit sous forme d'emprunt, puisque de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui rapporte de l'argent. Donc, le particulier pourrait même être intéressé de trouver un peu de rémunération. Et tout ça dans une logique positive. C'est-à-dire que on a souvent vu aussi, on a vu la sphère publique intervenir pour sauver des entreprises et en fait, 3 ans après, il n'y avait plus rien. Moi, je pense au contraire qu'il faut intervenir très en amont pour accompagner, développer et créer les emplois. C'est là qu'on pourra créer des emplois, c'est là aussi qu'on pourra localiser les industries dès le départ et avoir un bras armé financier avec une logique de rentabilité, mais on va dire une logique aussi territoriale et sociale, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Merci pour ce partage. Alors, je souriais parce qu'en fait, en 2010,
on a fait campagne, en 2015, on a fait campagne pour avoir une banque publique régionale d'investissement avec un financement coopératif citoyen. Donc, mais ça a du mal à émerger. On va y arriver cette fois-ci. Merci en tout cas pour ce partage. Monsieur Trudel, vous demain, voilà, vous arrivez, vous avez les rênes. Vous pouvez faire quelque chose pour la réindustrialisation. Vous faites quoi? Oui, demain, ça ressemble un petit peu à ce qu'a dit mon prédécesseur, mais sur la BPI. Mais bon, la BPI, nous, on a une drôle d'histoire avec eux, hein, puisqu'on les emmène au tribunal, quoi, parce qu'ils ne suivent pas leurs affaires, quoi. C'est le problème, quoi. Hein, il faut qu'ils soient au cœur du sujet, quoi. Quand ils donnent des sommes de 20, 30, 40, 50 millions, hein, je veux dire, on est des gros groupes, quoi. Donc, il y a beaucoup d'argent, quoi. Et pourtant, ce n'est pas de manque de leur avoir dit, quoi. C'est un gaspillage monstre, quoi. Donc, il y a des secteurs où soit ils ne sont pas prêts, hein, ils donnent de l'argent. Donc, il faut plus de surveillance, de l'argent public est distribué, hein, ça c'est sûr, quoi. Donc, je comprends qu'il faille aller vite, hein, parce qu'il faut rebondir tout de suite, il faut être dans l'action du marché, le client est là, il ne sera pas là demain, etc., etc. Ça, je connais tout ça aussi, quoi. Mais il faut plus de surveillance, quoi. Il doit y avoir des systèmes d'alarme qui soient mis pour qu'on arrête le massacre dans certains secteurs. D'accord. Merci, Monsieur Trudel. Moi, ce que j'entends par surveillance, c'est à la fois une évaluation des aides qui sont données, mais aussi un système de veille, comme disait Monsieur Michaud, pour détecter tout de suite quand quelque chose ne va pas et pouvoir aider l'entreprise le plus en amont possible avant qu'elle s'en compte. D'accord. Merci. C'était une précision qui me semblait importante et c'est très intéressant en tout cas comme piste. Et vous, en conclusion, Nicolas Landi, demain, vous êtes en charge de mettre en place quelque chose de fort sur la relocalisation. C'est quoi? Moi, je rejoins mes deux collègues, Laurent et Jean-Olivier. D'abord, je ne crois pas aux directs aux entreprises. Parce que d'abord, la région n'aide pas les entreprises qui sont en difficulté. C'est normal. Et en même temps, la région, les collectivités locales, quand elles aident directement financièrement, elles vont aider des entreprises qui auraient de toute façon investi. Donc, au final, je pense que l'utilité, l'effet de levier de ces aides directes, il est très réduit, pour ne pas dire nul. Par contre, effectivement, je pense qu'il faut pousser la logique des écosystèmes de croissance avec tout ce couplage incubateur, outils de financement. Et on l'a tous essayé de le faire. Hein, quand vous mentionniez Solidea récemment, c'était ces logiques-là. On avait un projet Cité de l'innovation au Mans. On avait poussé très loin aussi. Ça, c'est tombé parce que, voilà, il y a aussi encore des logiques politiques qui ne sont pas complètement tournées vers l'entreprise, des cultures qui sont heureusement en train d'évoluer. Mais je pense que ça, ce sont des choses qu'on doit pousser. Il faut continuer les mises en réseau, il faut continuer à faire que les intelligences se trouvent, se croisent, parce que de ces croisements d'intelligence naît l'innovation et naît l'esprit d'entreprise. Il faut faire évoluer notre culture en montrant que l'erreur, c'est positif. Et quand on se casse la figure, on a appris des choses et qu'on va être plus fort après. Donc, il y a un aspect culturel derrière ça. Il faut, à mon avis également, insister sur la formation. On en parlait en préparant un petit peu cet entretien, mais on a des progrès à faire très importants sur la formation. On a des structures professionnelles qui ont décidé de prendre en main une partie de la formation des jeunes parce qu'elles ont besoin de profiler ces jeunes et de les préparer à des métiers pour lesquels aujourd'hui l'éducation nationale n'est plus à même de fournir. Et il faut que l'éducation nationale et ses structures professionnelles se remettent à travailler beaucoup plus ensemble, parce que là, il y a, à mon avis, un petit peu de gâchis, un petit peu de perte. Et nous, dans l'industrie, j'allais dire lourde, on n'a pratiquement plus de gamins qui ont des formations adaptées. Donc, on les forme et avec les risques qu'on connaît. Donc, sur la formation, il y a beaucoup de travail à faire. Et enfin, je pense que tous les élus doivent faire pression au niveau national pour relayer cette idée que voilà, il y a un état de concurrence déloyale avec l'extérieur et qu'il faut y remédier. Je voudrais juste te dire quelque chose. Ceux qui me connaissent ne pourront pas me qualifier de fan de Donald Trump.
N'empêche qu'au niveau politique économique, Donald Trump, il a dit, écoutez, chers amis américains, grands entrepreneurs, ou vous relocalisez, ou alors moi je vais mettre des barrières à l'entrée sur les produits que vous fabriquez en Chine ou ailleurs. Du coup, on a clairement réduit les délocalisations, on a relocalisé certains postes, on a recréé de la richesse aux États-Unis, et heureusement qu'il y a eu le Covid, c'est terrible de dire ça de ce point de vue-là, ça a permis de ne pas réélire Trump. Mais sinon, il aurait été réélu. Donc, je pense que même d'un point de vue de l'intérêt politique, nos élus devraient y réfléchir. En tout cas, c'est un moyen fort de garder les compétences et garder la richesse sur nos territoires. Merci pour cette intervention finale. Notre atelier touche à sa fin. Encore une fois, vous pouvez retrouver tous les éléments sur le site de l'appel pour une région écologique, citoyenne et solidaire. Et alors moi, ça m'embête là de finir sur Trump. Mais quelque part, c'est intéressant parce que voilà, ça motive aussi pour porter des choses fortes. Et en tout cas, j'espère que dans les prochains mois, ces questions de réindustrialisation, de relocalisation, de faire en sorte que notre économie marche davantage sur ses pieds que sur sa tête, elles sont centrales. Et en tout cas, nous allons tâcher de porter des propositions en ce sens. Et parmi celles qui ont été formulées ce soir, voilà, c'est des choses avec lesquelles on est très, très en phase et qu'on a à cœur de porter depuis plusieurs années déjà. Et merci à chacun d'entre vous d'avoir témoigné ce soir. Jean-Olivier Michaud, Laurent Trudel, Nicolas Landy, merci de votre présence, de vous être rendus disponibles. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à cet atelier et qui ont été avec nous ce soir. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.